Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la saison et on va faire un nouveau top 10 avec cette fois-ci les déceptions de l'année 2025. On va revenir sur les coureurs qui m'ont déçu, sur les coureurs que j'ai pas trouvé au niveau, sur les coureurs auxquels j'attendais mieux, voilà, qui n'ont pour moi pas confirmé, qui n'ont pas réussi à être efficaces. Comme d'habitude, on aura dit noms de coureurs qui n'ont pas été, qui ont été décevants, mais aussi des mentions, cette fois-ci des honorables, comme surtout les différents classements. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a déçu sur cette année 2025. Si vous avez les moyens et que vous les souhaitez à mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez vite sur une vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube. Et puis, vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois par semaine gratuitement sur mobile à côté du bouton pouce bleu. Les déceptions de l'année. Alors forcément, c'est un classement qui va être vraiment très personnel. Vous allez certainement pas avoir les 10 mêmes noms que moi, autant sur d'autres classements où, par exemple, les meilleurs grimpeurs, Pogacar devant, oui, vous le dites, bon, Pogacar devant Vingegaard, ok, d'accord. Sur les Français, sur les Françaises, bon, il y a des classements où on regarde plus les chiffres, les performances. Là, ça dépend aussi des attentes. Il y a peut-être des coureurs dans ce classement que vous n'auriez pas mis parce que vous n'aviez pas d'attente sur ces coureurs-là. Ça dépend également ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas au niveau du cyclisme. Si vous aimez les sprints, si vous aimez plutôt les étapes de montagne, qu'est-ce que vous mettez en avant, les grands tours, les courses par étapes d'une semaine, le World Tour ou la saison en général. Ça dépend en fait de vos critères de jugement. Au final, les déceptions. Donc, c'est un classement qui est plus on va dire personnel que d'autres, où on peut avoir parfois des points de désaccord, des discussions, mais où on a quand même une base qui est similaire. On va dire, on a une base d'une quinzaine, vingtaine de noms, on va dire, qui est similaire. Là, sur ce classement-là, il va y avoir des grosses différences parce que pour vous, certains coureurs qui font partie de ce top 10, vous ne les auriez pas mis dans la déception, mais parce que vous n'aviez peut-être pas les mêmes attentes que moi avec ces coureurs-là. Donc c'est aussi à prendre en compte. Voilà, quand vous allez dire, pourquoi t'as pas mis ce coureur-là, connard? Tout simplement, cordialement, après derrière. Ben c'est aussi parce que il y a des différences notables entre différents critères et différents types de, on va dire, de notation. Parfois, certains coureurs, vous allez les trouver juste moyens. Vous n'allez pas aller jusqu'à vraiment décevant, et puis parfois, pour vous, des coureurs que moi j'ai trouvé moyens, vous allez les mettre extrêmement décevants. Ça dépend aussi des attentes et comment vous voyez l'évolution de certains coureurs, parce que certains coureurs, on pense qu'ils vont être très performants, qu'ils ne sont pas. Moi, c'est mon avis, mais ça va pas être le vôtre également. Du côté des déceptions, il y a peu de sprinters, je crois, dans ce classement. Oui, il y a quand même pas mal de grimpeurs, hein. On est quand même plutôt sur des grimpeurs, pas mal de punchers aussi. Il y a un sprinter, ouais, il y a 2 coureurs plutôt pour le plat, il y a quelques punchers, et puis on est sur des grimpeurs du côté de ce classement, et peu de coureurs âgés. On est géré entre 25 et 30 ans, mais il n'y a pas de très anciens ni de très jeunes, à part un, qui est plutôt jeune du côté de ce classement. Par contre, dans les mentions déshonorables, il y a un peu plus de coureurs âgés, voilà, de plus de 30 ans, mais ils sont restés dans les mentions déshonorables, ils sont pas allés du côté des déceptions de cette saison. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le 10e de ce classement. Du côté du 10e de ce classement, c'est un sprinter. C'est vraiment un sprinter qui a été très performant en 2024. Il a même été maillot vert du Tour de France, coureur africain, l'un des grands noms du cyclisme international aujourd'hui.
même si pour moi ses résultats en 2025 n'étaient pas si exceptionnels que ça, c'est Binyam Girmay. Alors que vous comprenez bien dans ce classement des déceptions, on commence de la moins grosse déception à la plus grosse, hein. Il y a aussi une graduation dans les différentes déceptions. Oui, Binyam Girmay, je l'ai pas trouvé exceptionnel en cette année 2025. Je trouve qu'en termes de puissance, c'était pas ça sur les sprints. Il a rarement réussi à tirer son épingle du jeu. Alors, il a eu pas mal de résultats, on va dire, entre 5 et 6 dans ces eaux-là, sur les sprints. Mais des podiums, déjà, il n'y en a pas eu tant que ça. Et des victoires, on est sur l'ordre de 0. Alors, il est arrivé aussi dans une équipe Intermarché qui a connu une année complexe. C'est la seule tête d'affiche quasiment d'Intermarché. Donc c'était lui qui était obligé d'obtenir des résultats, ce qui lui a mis un petit peu peut-être la pression. Le fait que cette équipe en fin de saison se retrouve aussi avec une dans la bagarre des points UCI, ce qui était peut-être pas forcément prévu. Et puis des changements quand même chez Intermarché entre 2024 et 2025. Du côté de cette formation. Il faut quand même se rappeler qu'en 2025, par rapport à l'année 2024, il y avait plus... j'ai oublié le nom de ce directeur sportif, mais ça va peut-être me revenir. Hilaire van der Schuren, voilà, par exemple, qui a disparu aussi. Alors, il a déjà disparu, je crois, en 2024, mais il y a quand même une partie de la formation qui a changé. Et puis, cette affaire de fusion, cette affaire ensuite de départ du côté de Binyam Girmay, qui ont peut-être également gêné le coureur érythréen, parce que nous, on a appris cette fusion pendant l'été, mais peut-être qu'en interne, il y avait déjà des rumeurs qui étaient présentes, peut-être depuis le mois de mars, le mois d'avril, où il y a eu déjà les premières tentatives, on va dire, de relation, de mise en relation entre la Loto et Intermarché Venti. Donc ça n'a pas forcément aidé le coureur érythréen. Et puis, c'est vrai qu'il était aussi, lui, dans l'idée de confirmer sur les sprints purs ses résultats. Parce que jusqu'à maintenant, Binyam Girmay, avant 2024, c'était un coureur qu'on voyait quand même plutôt sprinter-puncher, pas forcément sur les sprints sur le plat. Ce qui a été la grande différence en 2024, c'est de réussir à rivaliser avec des très bons sprinters sur le plat, même s'il faut quand même se rappeler et se souvenir que sur le Tour de France 2024, il n'y a ni Milan ni Merlier. L'adversaire numéro 1, c'est Philipsen, qui aura eu un Tour de France 2024, un début de Tour de France 2024 qui n'aura pas été facile, parce que ensuite, si on regarde bien sur la deuxième moitié du Tour de France 2024, il n'a pas vraiment réussi à rivaliser déjà avec Jasper Philipsen. Voilà, on a peut-être eu ce sentiment que c'était un coureur qui était bon sur les sprints sur le plat, alors que c'est peut-être tout simplement parce qu'il y avait un manque d'adversité sur le Tour de France 2024, où c'est vrai qu'on a eu un Dylan Groenewegen, par exemple, qui s'est imposé, un Mark Cavendish qui s'était imposé également, mais moi j'avais trouvé sur la deuxième partie d'année 2024 qu'il avait réussi à être très puissant. Il y avait eu d'autres résultats intéressants sur cette deuxième moitié d'année 2024, donc je m'étais dit, maintenant c'est un sprinter, un vrai gros sprinter. Avant c'était un coureur sprinter puncher qui pouvait également fonctionner sur des classiques d'un jour. Là maintenant pour moi c'est vraiment un mec qui va jouer les sprints sur les grands tours. On arrive en 2025, en termes de puissance c'était pas ça. Il a jamais rivalisé avec ni Philipsen ni Milan et Merlier sur le Tour de France. Il y a seulement une deuxième place à Lille sur un sprint qui est quand même atypique avec les bordures. En sachant qu'à Lille, il est quand même très loin de Philipsen ce jour-là. Et puis Dunkerque, il est 6e, Châteauroux, il est 6e, mais donc assez loin des meilleurs éléments sur ces deux sprints-là, et c'est ses seuls top 10 de ce Tour de France. Sur les autres courses de la saison, il participe aux boucles de la Mayenne, sauf qu'il ne remporte pas d'étape, par exemple sur les boucles de la Mayenne. 7e de Gand, aussi en termes de résultats, et ouais, il n'y a pas eu de grands résultats sur le Tour de l'Algarve. Il fait 2e à Tavira.
Mais voilà, ça a été compliqué pour Guilhermet. Ça n'a pas été un échec complet, mais par rapport aux attentes que j'avais, je m'attendais à mieux, à beaucoup mieux quand même du côté de Binyam Guilhermet. Et surtout, sur le plat, je trouve qu'il a manqué d'efficacité sur les sprints sur le plat. Mais en plus, c'est plus du tout un coureur qui est capable de passer les bosses difficiles. C'est-à-dire que c'est plus du tout le Binyam Girmay qui était capable de rivaliser avec Mathieu Van Der Poel. Il a plus du tout ces qualités-là. Et c'est ça, je trouve, qui est quand même inquiétant. C'est qu'à la fois sur le plat, on sent qu'il y a un manque de puissance et qu'il n'est pas en capacité de rivaliser avec les meilleurs sprinters dans cet exercice-là, mais qu'en plus, il a plus ses qualités de puncher. C'est vrai que c'est quand même l'un des rares qui a réussi à battre Van Der Poel. Alors certes, ce jour-là, Van Der Poel, le jour du Prosecco dans l'œil, Van Der Poel s'était un peu foiré sur son placement, mais il avait quand même battu Van Der Poel sur une montée comme ça, très punchy. Et c'était la grande force, je trouve, de Binyam Girmay, c'est de réussir à passer ces petits tape-cul et de voilà ces petites montées et de réussir à être efficace, à être performant. C'est plus le cas aujourd'hui du côté de Binyam Girmay. Donc à la fois, je sens que sur le plat, il n'est pas en capacité de rivaliser avec les meilleurs, et à la fois en boss, il a plus ses meilleures qualités. Donc je me dis que dans les années à venir, ça va peut-être être compliqué pour avoir des résultats. En plus, il va être dans un changement d'équipe. NSN Cycling Team, je sais plus comment. Alors le maillot est assez spectaculaire. C'est pas forcément celui que je trouve le plus beau, mais il est spectaculaire. On va les reconnaître dans le peloton. Par contre, ce qui me surprend du côté de cette équipe, c'est qu'on ne sait pas trop comment il va être entouré, qu'il y a quand même des sprinters. Je pense notamment à Jack Stewart. Donc, il faudra voir comment la hiérarchie se met en place. Pour moi, il faudrait mieux qu'il ait des résultats en début de saison pour asseoir sa situation du côté de la formation suisse. Et puis, il faudra voir aussi la relation avec le public, hein, parce que est-ce qu'on va reprocher à cette formation toujours l'argent avec Israël? Ça va être quand même la grande interrogation, notamment sur les courses en Espagne, mais également dans d'autres lieux. On verra si les coureurs pourront exercer leur talent sans trop de soucis. Ça reste quand même une interrogation du côté de cette formation. Donc on verra pour Binyam Girmay, mais 2025 pour moi ça a été une déception. Pour moi il a perdu en punch et en plus il n'a pas réussi à jouer avec les meilleurs sur le plat. Donc j'ai pas trouvé ça exceptionnel. On passe à un coureur belge que j'apprécie vraiment bien. En 2024, il faisait même une doublette avec Maxime Van Gils. Van Gils est parti vers Red Bull Borans-Grohe. Lui est resté du côté de la Lotto. Il ferait même partie de la Lotto Intermarché en 2026. Il aurait pu peut-être même faire une doublette avec Louis Barré, mais Louis Barré doit partir chez Visma. C'est Lorenz, pas du tout. C'est Lennart Van Etvelt. Lennart Van Etvelt, j'ai pas compris son année 2025. J'ai pas compris, alors qu'il s'est arrêté sur le Tour de France suite à une chute, mais Tour de France qui n'avait pas forcément été convaincant jusqu'à la chute. Hein. J'ai pas compris déjà cette idée de vouloir jouer le général du Tour de France. Et je trouve qu'il s'est un peu perdu avec cette idée d'aller chercher le général sur un grand tour, parce que déjà pour moi il n'a pas les qualités pour. C'est-à-dire qu'en haute montagne, on n'a jamais vu Lennart Van Etvelt en forme en haute montagne. Pour moi sur le contre-la-montre c'est pas ça non plus. On le voit par exemple le chrono à Nantes il est 81e à Nantes. Et j'ai pas du tout compris cette idée de vouloir jouer le classement général, alors que pour moi, il avait encore beaucoup de choses à démontrer en tant que puncher. Pour moi, par exemple, en tant que puncher, il n'a pas encore gagné une flèche wallonne. Alors que pour moi, il a les qualités hein, pour être efficace dans ce type de course dans les Ardennaises. Il n'a pas gagné une Ardennaise encore, les nerfs Van Etvelt. Donc je ne comprends pas cette idée de vouloir tenter euh, d'autres secteurs du cyclisme, d'autres spécialités dans le cyclisme, alors qu'on n'a pas déjà réussi à gagner toutes les courses auxquelles on pouvait viser déjà de base.
il avait encore beaucoup de choses à gagner, notamment. Alors, est-ce que c'est parce que l'auto voulait s'assurer des points sur le Tour de France? Mais bon, ils n'étaient pas véritablement menacés au moment du Tour de France. Heureusement, déjà qu'ils avaient fait une bonne année 2023-2024, ça les a quand même beaucoup aidés la Lotto, mais ils étaient loin d'être menacés au moment du Tour de France, parce que ça aurait pu être une des raisons qui fasse que Van Aert joue le classement général. Et pour moi, en plus, du côté de Van Aert, j'aurais plutôt tenté le classement général d'une Vuelta, plus que d'un Tour de France. Déjà dans un premier temps, avec peut-être un peu moins de densité au départ. C'est-à-dire qu'il veut tenter le classement général sur la course peut-être la plus dure, où il y avait quand même beaucoup de monde cette année, sur des, enfin voilà, je comprends pas l'idée de Van Netvel de vouloir se jouer le classement général sur les grands tours et après sur sa saison, oui, ça reste pas exceptionnel. Les classiques ardennaises, bon, il a pas fait l'Amstel, mais Flèche Wallonne 41e, Liège-Bastogne-Liège 16e, c'est pas dingue. Abandon sur le Tour des Flandres. Du côté de Van Netvel. Tour de Catalogne 8e, mais en sachant que le Tour de Catalogne, on a eu des années où il y avait un peu plus de monde que ça. Alors, c'était pas au niveau de la liste de départ du Tour du Pays Basque. Et puis, 11e de l'UAE Tour. Alors, faut savoir qu'il est pas aidé du côté de l'UAE Tour parce que je crois qu'il fait partie des coureurs qui prennent la cassure sur l'étape de Jebel Lafitte. Donc, ce qui n'a pas aidé aussi Van Aert, mais ouais, j'ai pas compris en fait cette idée-là. Je trouve qu'il s'est perdu. Je trouve qu'il s'est vraiment perdu. Pour l'an prochain, bon, pour moi, il doit réattaquer sur les épreuves punchy et vraiment viser les classiques d'un jour punchy, quitte à essayer de chercher des victoires d'étape sur les grands tours, ce qui sera déjà pas mal, mais pas viser tout de suite le classement général. Enfin là, c'est passé un petit peu du tout au tout, et ça, je pense pas que ça soit l'idée du siècle. Il a très peu couru en 2025, donc il faudra voir comment il arrive à remettre la machine en route, parce que c'est vrai il a fini sa saison le 20 juillet, enfin même le 19 après sa chute sur le Tour de France. Donc c'est un coureur qui a fait que 40 jours de course dans les pattes, parce qu'il avait débarré plutôt piano la saison, on va dire, il n'avait pas enquillé les jours de course. Mais pour moi, l'objectif, c'est déjà de se concentrer sur les Ardennaises, qui pour moi conviennent à son profil de coureur, et puis ensuite voir ce qu'il peut faire derrière. Mais pour moi, c'est un puncher, déjà Van Aert. Et il y a déjà encore beaucoup de courses et de belles courses à aller gagner en tant que puncher pour aller ensuite chercher les grands tours. Donc pour moi, voilà, il y avait mieux à faire du côté de Van Netvel sur cette saison 2025. Donc, mauvaise programmation de saison. Ce côté où on se perd un petit peu, on oublie là on peut être efficace. Plus, bon, bah voilà, une chute également qui a mis à terme prématuré à sa saison, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire notamment les semi-classiques italiennes. Font que j'en attendais plus voilà, de Van Netvel et notamment sur les classiques ardennais. J'aurais aimé le voir également sur les courses au Canada en fin de saison. Mais pour moi, il y avait bien mieux à faire pour Van Netvel que l'année 2025 qu'il a réalisé. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes déceptions. On passe à un coureur suisse qui court également dans une équipe suisse. C'était l'un des transferts importants qui passait d'une équipe World Tour à une équipe de deuxième division. Il passait du AE à la Tudor. C'est Marc Hirschi. Marc Hirschi, alors je pense que c'est l'une des saisons les plus incompréhensibles pour moi depuis très longtemps. Il a démarré super fort sur, on va dire, son premier mois de saison. Derrière, néant complet, et on le retrouve à partir de mi-septembre. Entre un trou noir. Un trou noir complet du côté de Marc Hirschi. Assez incompréhensible, surtout quand tu vois ce qu'il faisait chez UAE. Je pense pas que le matériel soit vraiment tellement moins bien de UAE à Tudor. Alors, je sais bien qu'ils ont un vélo BMC, mais je pense pas que ça soit l'explication, on va dire, dans les contre-performances de Marc Hirschi, parce que sinon, ça aurait été compliqué également pour Julien Lafilippe, par exemple. Donc moi, je trouve vraiment que la saison de Marc Hirschi, elle est assez incompréhensible. Il y a quand même des moments sur l'année où, quand tu le voyais dans le peloton, notamment sur le Tour de France et sur d'autres courses,
T'avais vraiment l'impression que même lui se demandait ce qu'il foutait là. Enfin, je sais pas, il avait pas l'air d'être concerné plus que ça par la course. Le nombre de fois on l'a vu à l'arrière du peloton, sur des étapes qui pourtant auraient pu lui convenir, où il cherchait même pas à aller prendre l'échappée. Je pense notamment au Tour de France, ça m'a semblé très bizarre. Le Tour de France, il a été complètement transparent. Et sur le Tour de Suisse aussi, en passant, mais il a été transparent pendant 8 mois sur 10, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Encore une fois, il revient sur la dernière partie de saison. Alors j'avais oublié le circuit franco-belge, par exemple, où il prend la 4e place, et puis surtout sur le mois de septembre, où il a commencé à retrouver des résultats, et notamment une 2e place à Grande Piemonte. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme trou noir dans son année. Alors vous allez me dire, chez UAE aussi, il finissait toujours très très bien ses saisons, notamment sur les semi-classiques italiennes et ce qu'il avait fait l'an dernier, où il avait fait une fin de saison à la Del Toro en 2024. Mais même la première partie de saison, elle n'était pas horrible. Et puis il faisait un énorme travail d'équipier aussi sur certaines courses pour Pogacar. Faut quand même là aussi le rappeler. Là cette année, c'était lui le leader avec voilà, la Philippe et Storer, c'était les 3 leaders, on va dire, de l'équipe, et puis de Klein sur les sprints. Il est passé complètement à travers. Et c'est surprenant parce qu'on se disait, il va quitter UAE, il va rejoindre Cancellara, qui est son agent, tu vois, il va rejoindre une équipe suisse, donc avec un entourage qui va peut-être super bien lui convenir, ça va peut-être vraiment être l'idéal pour lui, pour se concentrer à 100% sur le cyclisme et être hyper efficace. Or, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a rejoint Cancellara et qu'il a cru que, en rejoignant cette équipe, c'était la famille et qu'en gros, on lui reprocherait pas de pas être performant. C'est-à-dire, qu'il soit performant, qu'il soit pas performant, ça changeait pas grand-chose. Alors peut-être qu'en fin de saison, Cancellara lui a mis un petit coup de pied aux fesses. Peut-être c'est ce qui s'est passé et ce qui a fait que Marc Hirschi a retrouvé des bonnes sensations. Mais c'est bizarre parce que normalement, ce qui est compliqué quand tu changes d'équipe, ce sont les premiers mois où tu as besoin d'un peu d'adaptation et voilà, de réussir à comprendre d'autres méthodes d'entraînement, d'autres manières de faire, aussi de t'entendre avec tes équipiers, de retrouver des automatismes avec le staff, avec l'entraînement, avec plein de paramètres. Et puis ensuite, normalement, bon, au bout de 6-7 mois, parce que parfois ça dure un petit peu longtemps, déjà 6-7 mois c'est long, derrière, la saison se lance vraiment et parfois t'as besoin de ce temps d'adaptation. Du côté de Marc Hirschi, ce qui est marrant, c'est que dès le départ, il est performant. C'est-à-dire que sur les premiers jours de course, notamment, il gagne son premier jour de course, mais il est vraiment efficace. Jusqu'à la Phonodrome classique, il est plutôt bon. Et derrière, il s'est complètement écroulé sur le reste de la saison, sur l'Estrade Bianche 24e, et puis après, bon, ça a été de plus en plus compliqué. Sur Tirreno, on ne le voit pas. Euh, voilà, il n'a pas été efficace. Et puis en plus, Marc Hirschi, je pense notamment au Grand Prix Miguel-Indurain où il laisse partir Thibau Nys, des fois, il n'a pas été non plus super bon tactiquement sur certaines courses. Il aurait pu être meilleur. Ça, c'est aussi peut-être le problème d'avoir été chez UAE. Chez UAE, t'es tellement souvent en surnombre dans le final des courses qu'en gros, tu peux faire des erreurs tactiques. Parce que le surnombre et le collectif rattrapent tes erreurs. Chez Tudor, t'as pas la même qualité de collectif sur, voilà, sur les courses auxquelles il a participé. Donc, tu peux pas te permettre de faire autant d'erreurs. Et parfois, je pense que du côté de la Tudor, on a peut-être fait des erreurs, que Marc Hirschi a fait des erreurs, mais je m'attendais à beaucoup mieux parce que c'est vrai que pour moi, c'était un bon transfert. Un Marc Hirschi qui rejoignait la Tudor. Pour moi, Marc Hirschi devait changer d'air parce que il était bloqué chez UAE, notamment sur les courses d'un jour où pour moi, il pouvait pas jouer sa carte tant qu'il y avait Pogacar. Donc pour moi, il fallait qu'il parte pour pouvoir jouer sa propre carte, que je me disais Tudor, en plus avec l'arrivée d'Alaphilippe et avec quand même des équipiers genre Larry Warbase, ça pouvait être pas mal, sauf que derrière, elle est complètement disparue. Et ça, c'est assez surprenant. Voilà, donc je m'attendais à beaucoup mieux. Là encore, du côté de Marc Hirschi, je m'attendais surtout, après ces 3-4 premières courses de l'année, à avoir une très belle saison de Marc Hirschi.
qui au final n'est jamais arrivé. On passe désormais à un coureur colombien, qui fait partie de l'équipe Bahrain Victorious. C'est pas le seul coureur de ce classement de la Bahrain Victorious. Il y a un coureur qui est plus haut dans ce classement, qui n'a pas fait non plus une grande saison, et on verra qu'il y a quand même des choses similaires avec le coureur dont on va parler tout de suite. C'est Santiago Buitrago, le Colombien, 9e du Tour de France, 2024, et qui cette année a quand même été assez transparent aussi du côté de Buitrago. Alors, Buitrago, il y a eu des hauts quelques fois dans l'année, mais alors il y a eu des gros bas aussi dans sa saison. Il y a eu quelques jours qui n'ont pas été mauvais, voilà, du côté de Buitrago, mais parfois sa Vuelta, et on l'attendait à un autre niveau. Il y a plein de courses, on l'attendait à un autre niveau. Et parfois ça a été très compliqué sur certaines courses où il a été vraiment complètement absent. Alors oui, il fait 3e au Mont Ventoux. Il explose un peu quand Benelli accélère. Il n'arrive pas à suivre Paré-Peintre et Benelli, qui étaient sur un autre monde ce jour-là. Parce qu'il fait partie, je crois, de ceux qui reviennent de l'arrière aussi, hein, quand ça commence à se regarder dans les 2 derniers kilomètres. Sur la Vuelta, il fait 4 à Monforte de Lemos, dans l'échappée. Il a pris plusieurs échappées sur la Vuelta en passant. Il a plutôt été en réussite dans ce domaine-là. Mais je trouve qu'en termes de puncher, parce que Buitrago a quand même des grosses qualités de puncher, il l'a déjà démontré sur les classiques ardennaises, cette année, moi j'ai trouvé que c'était moins bien sur beaucoup d'arrivées, et je pense notamment déjà à la classique VAR, où il se fait battre, sur le Tour des Alpes-Maritimes aussi, où il est battu par Scaroni. Normalement sur ce type d'arrivée-là, il arrivait à être efficace. Le Mont Ventoux, globalement, où il se fait quand même battre par Benelli et par Epintre, alors que normalement c'est un exercice où il est efficace aussi, ce genre d'arrivée en petit comité. Et moi, ce qui m'a marqué du côté de Buitrago, c'est ce côté off et quelquefois on. Et ce qui m'a marqué, c'est le début de saison. C'est-à-dire, ça commence dès le début de saison. Il sort d'un très bon Tour de la Communauté de Valence, où en plus l'équipe avait pas fait un bon chrono par équipe, donc il avait beaucoup de temps à rattraper. Et sur l'étape du Portel de Morella, il va faire une accélération et il va mettre une branlée à tout le monde ce jour-là. Classique VAR, 5e et pas forcément très efficace, et surtout le Tour des Alpes-Maritimes où il se plante complètement sur la première étape dans la manière de faire son sprint. Donc déjà là, j'avais dit, tiens, c'est bizarre, ça oscille, ça ondule. Mais je m'étais pas inquiété plus que ça, parce que je m'étais dit, on est en début de saison, ça peut arriver en janvier, février qu'on ait des coureurs comme ça qui aient un peu des irrégularités parce que on n'est pas encore au sommet de son pic de forme, parce que voilà, on n'est pas encore au sommet de son entraînement, de sa forme physique, donc on peut avoir des surprises d'un jour à un autre. Sauf que quand ça continue à arriver après derrière, c'est là où ça devient plus problématique, et des fois, surtout sur certaines courses, il a vraiment été complètement absent. C'est vrai que le Tour du Pays Basque, qui est pourtant pas le plus grand Tour des Pays Basques qu'on ait connu, avec une densité au départ qui était assez faible, parce que beaucoup de coureurs ne voulaient pas faire le Tour du Pays Basque à cause de la chute de 2024, il n'est pas très présent. Il est complètement absent. Donc tu te dis après, sur les Ardennaises, ça va être un échec complet. Non, il arrive quand même à faire 6e de la Flèche Wallonne. Donc vous voyez, ce côté où parfois il y a eu quelques hauts dans une saison qui a quand même été majoritairement pleine de bas. Et pour moi, il n'a pas complètement confirmé ce qu'il avait fait l'an dernier, notamment sur le Tour de France, parce que sur les courses de 3 semaines, il n'a jamais joué le général. Que ça soit le Tour de France, la Vuelta, il n'y a jamais un moment où on s'est dit, tiens, il peut jouer le général, parce que sur les premières étapes de montagne, il a perdu beaucoup de temps, et ensuite il a joué les échappées, mais parce qu'il avait perdu beaucoup de temps auparavant, donc il n'a jamais véritablement joué le classement de ses courses. Donc pour moi, il n'a pas confirmé au niveau du classement général des grands tours, ce qui a été le cas de un de ses équipiers. On y reviendra un petit peu plus tard.
Et puis, oui, ce côté puncher aussi n'a pas été très efficace. Donc, j'en attendais mieux de la part de Buitrago et j'ai été déçu à la fois sur ce côté puncher, à la fois sur ce côté grimpeur. Donc, pour moi, il n'a pas réussi à répondre aux attentes que j'avais placées en lui. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes déceptions. Après, j'aurais presque pu mettre Bahreïn Victorious dans les déceptions. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs coureurs qui sont passés à côté, que ça soit Tiberi, que ça soit Phil House également, qui a pas fait une grande saison. Des fois, Jack Egg aussi, bon, qui est transparent depuis de nombreuses années. Heureusement, au final, qu'il y a eu Lenny Martinez et Caruso aussi, qui ont encore été là à des âges, pourtant Caruso à un âge canonique parce que il y a quand même eu beaucoup de ratés sur la saison de cette formation et ça serait bien qu'on essaye d'avoir un peu de régularité dans les résultats chez Bahreïn puisque ça fait quand même depuis quelques années, en gros depuis le départ de Colbrelli, je dirais même l'année qui a suivi, je dirais à partir de 2022, on a quand même des grosses irrégularités dans les performances du côté de cette formation, parce que par exemple Mohoric, qui est passé complètement à côté encore, comme l'an dernier, en passant, enfin voilà, on a du mal à avoir une régularité. Heureusement qu'il y a eu Lenny Martinez, qu'il y a eu quelques coureurs comme ça dans cet effectif qui ont réussi à amener des points au UCI, mais on est quand même loin de la situation de la Bahreïn quand on avait fondé l'équipe, où normalement ça devait être l'une des équipes majeures du cyclisme. Le cyclisme aussi a changé depuis, mais actuellement, c'est plus une équipe majeure qui va changer de vélo. C'est plus Merida qui va apporter les vélos à la Bahreïn, c'est Bianchi. Il récupère les vélos Bianchi. Vu que Arkea s'arrête, Bianchi était en demande de récupérer une équipe. Donc ils vont avoir un bon vélo de chrono, parce qu'on sait que Kevin Vauquelin avait énormément travaillé sur le vélo de chrono Bianchi, qui était bien efficace ces derniers temps. Donc ils vont récupérer un bon vélo de chrono. Après sur le vélo de montagne, on verra. Mais il y avait eu pas mal de prototypes ces derniers temps du côté de Bianchi. On a pas mal travaillé. Alors après, il faut voir entre pas mal travailler et avoir les résultats qui fonctionnent derrière, parce que des fois vous travaillez beaucoup, mais vous travaillez pas dans le bon sens. Et c'est pas forcément une réussite totale après derrière. On passe désormais au 6e de ce classement. Le 6e de ce classement, hein, je rappelle, plus on monte dans les étages de ce classement, plus la déception est forte. Un coureur qui a été transparent comme son équipe pendant les classiques flandriennes. Il venait pourtant avec des grandes ambitions. Après une année 2024 qui avait été réussie dans une équipe française, c'est un néo-zélandais, c'est Laurens Pitty. Et oui, l'une des révélations de l'année 2024 sur les classiques flandriennes, qui avait été extrêmement efficace sur les classiques flandriennes. Enfin, efficace, non, je dirais qu'on avait beaucoup vu. C'est vrai qu'en termes de résultats, ça n'avait pas forcément été fantastique, mais qu'on avait beaucoup vu et qui avait été très présent sur énormément d'épreuves du calendrier des Flandriennes, et qui avait aussi fait des bons sprints grâce à sa qualité de placement. Bon, 2025, il a pris l'eau chez Red Bull Bora-Hansgrohe, mais comme l'équipe, parce que cette équipe avait quand même beaucoup d'ambition sur les Flandriennes. Du côté de Red Bull, on partait avec des grosses ambitions, on voulait obtenir des résultats sur ces classiques flandriennes, ce qui au final n'a pas fonctionné. On est passé à côté, tout simplement, chez Red Bull Bora, Hansgrohe. On n'a pas réussi à obtenir des résultats du côté de cette formation. C'est une déception. De toute façon, ça a commencé mal dès le Het Nieuwsblad avec la chute de Tratnik. Tratnik, il chute dans le Het Nieuwsblad à, je sais pas, 60 bornes de l'arrivée, et ça a été le début des emmerdes. Ils n'ont pas du tout existé sur ces courses-là. Et Pitty, qui a pas non plus énormément existé en tant que dans le train de ces sprinters. Parce que cette année, il n'a pas forcément eu un rôle de sprinter comme il a pu l'avoir chez Groupama, où notamment il avait été sprinter sur le Giro, ça s'était moyennement passé, mais il avait été sprinter à la Groupama. Là, il était plutôt dans le train pour Van Poppel, pour Welsford,
du côté pour Jordi Meus. Également, ça n'a pas été non plus une grande réussite, je trouve, son travail dans cet exercice-là. Alors c'est vrai qu'il avait pris un carton jaune assez vite. Je sais plus, du côté du Down Under, il avait pris un carton jaune, me semble-t-il. Et je trouve qu'il n'a pas non plus une grande réussite dans cet exercice-là pour faire le train de ses sprinters. Et même en termes de sprint, hein, il a joué notamment la 4e place à Mâcon, mais sur un Dauphiné, donc c'était loin d'être exceptionnel. Il a été, voilà, pour moi, transparent sur l'année. Il a marqué 414 points UCI, en sachant qu'il y a 215 points qui viennent de sa 3e place à la Cadel Evans. Great Ocean Race, qui je rappelle est une épreuve World Tour pour ceux qui ne se souviendraient pas que c'est World Tour et qui se diraient, bah pourtant, vu la qualité d'effectifs de la liste de départ, on se dirait pas que c'est World Tour. Si, c'est une épreuve World Tour, et donc elle permet de récolter des points très facilement. Mais à part ça, du côté de Laurens Pitty, il n'y a pas eu grand chose, et en plus, faudrait quand même se rappeler qu'en 2024, il l'avait gagné, cette épreuve de la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Et ensuite, bah, quand tu regardes les résultats, 4e place du prologue du Tour d'Allemagne, mais ça reste extrêmement faible. Hein. Tous les résultats qu'il a eus sont faibles, sauf le Tour des Flandres où il prend une 11e place. Mais bon, c'est quand même pas une grande réussite. Et surtout, Paris-Roubaix abandon, il a pas mal abandonné de classiques également sur la saison. Pour moi, il a été assez transparent. C'est vrai que je pense que même certains peut-être se souvenaient plus que Laurens Pitty avait couru. 57 jours de course en plus, hein, donc c'est quand même pas une saison vraiment très réduite. Van Velt a couru 40 jours, on peut se dire ah oui, mais il y a peut-être eu des pépins physiques à droite à gauche. Là, on peut même pas le dire véritablement du côté de Laurens Pitty, c'est un échec. Et un échec aussi de cette équipe, la flandrienne. Ça permet de rebondir également sur l'échec de l'équipe flandrienne de la Red Bull Borans-Grohe qui n'a pas du tout existé sur les différentes épreuves. Pourtant, ils partaient avec des grosses ambitions. Ils avaient fait un gros recrutement aussi pendant l'intersaison. Et ça n'a pas porté ses fruits du tout du côté de la formation austro-allemande. Parce que je sais plus si la licence elle est allemande ou autrichienne. C'est allemande encore. Hein. Red Bull est autrichien, mais la licence est allemande. Mais oui, Laurens Pitty, je m'attendais à bien mieux. Voilà, j'ai été déçu de sa saison, et notamment sur les classiques flandriennes. Et je trouve que même dans son travail en tant que poisson pilote, il était pas trop poisson pilote, il était dans le train plutôt à placer les coureurs, on va dire, à 1,5 km de l'arrivée dans ces eaux-là. Je trouve qu'il a rarement été efficace du côté du coureur néo-zélandais. Donc déçu à la fois de son travail pour les sprinters et à la fois de son travail sur les classiques flandriennes. On passe désormais à un coureur britannique. On a déjà parlé de son frère dans un autre classement. C'est le seul coureur UAE au final dans ce classement des déceptions. Comme quoi, il y a même des UAE dans les déceptions. C'est Adam Yates. Bah, j'ai trouvé sa saison très moyenne. J'ai essayé de me remémorer parce que il commence à avoir une carrière énorme quand même. Hein, Adam Yates, c'est plus de 10 ans enfin les frères Yates, c'est plus de 10 ans de carrière. Pardon. Et j'ai essayé de me rappeler euh, quand une saison comme ça d'Adam Yates avait été aussi moyenne. Et j'essayais de me remémorer et même je pense qu'il faut remonter à Mitchelton Scott parce que pour moi chez Ineos il avait toujours réussi à avoir des résultats et à être efficace. Bah, chez UAE jusqu'à maintenant il avait été plutôt bon. Je pense qu'il faut remonter à Mitchelton Scott au Ricard, enfin voilà quand il était dans l'équipe australienne où il y a dû avoir des saisons moins bonnes. Là j'ai pas souvenir, mais je trouve que cette année il n'a pas été hyper efficace. Que ça soit en tant qu'équipier de Pogacar, ou j'ai trouvé que sur le Tour de France, bah heureusement qu'il y avait d'autres coureurs que Adam Yates, parce que je trouve que Adam Yates, il a rarement été d'une grande aide pour Pogacar. Je trouve que d'autres coureurs ont été plus efficaces qu'Adam Yates du côté de la UAE, bah, notamment Narvaez,
qui a été efficace dans ce registre-là, même un Nils Politt. Je trouve que Adam Yates, qui aurait dû être le lieutenant, parce que avec le fait que qu'Almeida était tombé assez tôt dans la course, ça aurait dû être le lieutenant en montagne, avec en plus un Sivakov qui était aussi malade, et je trouve qu'il n'a pas réussi à remplir ce rôle-là. C'est-à-dire que très souvent, Adam Yates n'a pas fait un grand travail pour Pogačar, voire parfois on ne l'a pas utilisé pour aider Pogačar. Et puis le Giro d'Adam Yates, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Ayuso. Ayuso et son Giro qui n'était pas exceptionnel, surtout sur la fin. Mais bon, on peut critiquer aussi le Giro d'Adam Yates. C'est-à-dire que pour moi, le Giro d'Adam Yates, c'est poussif, hein. Il a jamais été dans le coup. Lui parce qu'il y avait quand même une guéguerre interne entre lui et Ayuso, ou on va dire par voie de presse interposée, ou parfois c'était pas dans la presse, c'était plutôt sur les réseaux sociaux, chacun disait moi je me sacrifierai pas pour l'autre parce que je vais montrer à l'autre en gros que je suis le meilleur. En gros, d'un côté comme de l'autre, ça a quand même pas été très efficace, et ils se sont fait mater par un qui parlait moins mais qui a été plus actif sur son vélo que sur les réseaux sociaux, c'est Isaac Del Toro. Les deux se sont fait mater par Isaac Del Toro. Et Adam Yates, pour moi, n'a pas été d'une grande efficacité cette année. Alors, est-ce que c'est le poids des ans qui commence à se faire sentir du côté d'Adam Yates? C'est-à-dire que c'est un coureur qui a 33 ans, qui commence à avoir un petit peu de bouteille, et donc qui commence à avoir du mal à être performant en termes de résultats. Donc, est-ce que c'est ce paramètre-là? Est-ce que c'est un peu de fatigue, un peu de choses à droite à gauche qui font que il a eu du mal à être très performant? Mais c'est vrai que j'ai été surpris de cette saison d'Adam Yates, que j'ai trouvé alors c'est même pas en plus irrégulier, c'est qu'il a été régulier dans le moyen et dans le pas bon, Adam Yates. De la saison, si je regarde un peu sur l'année d'Adam Yates, sur la saison, je l'ai jamais trouvé dingue. Là, il a été assez transparent. Alors, j'ai pas vu le Tour d'Oman. Je peux pas vous dire. Le Tour d'Oman, je ne l'ai pas vu. Mais Milan-Turin, il est maté par Del Toro, déjà tout là, à Milan-Turin. Tour de Catalogne, il finit 32e. Bon, sur un Tour de Catalogne, c'est quand même pas dingue. Bon, Tour d'Italie, il n'y a aucune journée où il a été vraiment un peu mieux. Et c'est marrant, c'est qu'il n'y a aucune journée il a été un peu mieux, et il n'y a aucune journée où il a non plus énormément servi à Del Toro, parce que sur certaines étapes, notamment sur la fin, ça aurait été bien qu'il aide Del Toro, sauf que sur l'étape de Sestriere, il finit 70e. Donc pour moi, il a été aucune aide pour Pogačar, c'est vrai qu'il a été d'aucune aide aussi pour Del Toro. Pour un coureur qui normalement doit être un équipier majeur, c'est quand même un petit peu dommageable. Alors, il a plutôt bien fini l'année. C'est vrai que sur les dernières courses de la saison, bon, il en a gagné 2 déjà, sur les 5-6 dernières courses de sa saison. Donc peut-être que ça va lui permettre de se relancer pour 2026, mais pour le reste, vraiment, j'ai été déçu. Voilà, et un peu dans la compréhension, parce que c'est quand même un mec qui est... Moi, j'ai toujours trouvé qu'Adam était plus régulier que Simon. Voilà, j'ai toujours peut-être eu un peu plus de... Entre les deux jumeaux, j'ai peut-être toujours un peu plus préféré pendant longtemps Adam à Simon. Surtout son passage. Moi, j'avais bien aimé son passage Ineos. J'avais trouvé que c'était culotté d'aller déjà chez Ineos à l'époque, et de réussir à avoir des résultats dans cette équipe-là qui était déjà en train de décroître énormément avec la mort de Nicolas Portal. Et derrière, chez UAE, les premières années, il avait été très bon. Il monte quand même sur un podium du Tour de France en étant à la fois équipier de Pogačar. Et je trouve que dans le travail qu'il avait effectué autour de Pogačar, il avait été doué. Autant sur l'année 2025, moi, il m'a vraiment pas impressionné, à la fois dans ce travail d'équipier, à la fois en étant leader. Je trouve qu'il a un peu raté sur tous les tableaux dans la Adam Yates. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas l'an prochain du côté de la UAE. Il a un contrat jusqu'en 2028 avec l'équipe Emirati.
On continue dans ce classement. À 4e place, on arrive bientôt au podium. C'est pas forcément une bonne chose dans certains classements d'être sur le podium. Encore un coureur de la UAE, tiens, qui a changé d'équipe. Ça a été un peu brutal, hein. Ça a été un peu une bagarre dans la presse aussi de ce côté-là pendant la Vuelta. Coureur qui a déjà fait beaucoup parler sur le classement des meilleurs grimpeurs, parce que certains l'auraient mis un petit peu plus haut. Que moi qui ne l'ai pas du tout mis au final dans ce classement. Juan Ayuso. J'en attendais tellement mieux de Juan Ayuso. Je pense que c'est une déception même sur les 2 dernières années. Là, il paye sur les 2 dernières années, mais c'est-à-dire que quand Juan Ayuso fait ses résultats sur la Vuelta, on le voit sur la Vuelta, sur le Tour de Suisse, quand il fait 3e de la Vuelta en 2022, quand il arrive quand même à confirmer l'année d'après avec une 4e place, on se dit, lui, il est prêt pour aller gagner des grands tours. Il est là pour aller gagner des grands tours, pour obtenir des grands résultats. Et je pense que chez UAE, on y croyait aussi. Et puis après, derrière, il a voulu être calife à la place du calife. Il y a un moment, il y a des neurones qui se sont touchés, il y a des fils qui se sont touchés, où d'un coup, il s'est dit, je vais jouer ma carte personnelle, même s'il y a Pogacar. En oubliant quelle était la hiérarchie de l'équipe, ce qui a donné ce clash sur le Tour de France 2024, et ce qui a été le début des emmerdes, très clairement pour Juan Ayuso, parce que ça a été aussi le déclin dans les résultats, on va dire à partir de ce moment-là, sur l'année 2024, tu vois, il fait 2e de Tirreno, vainqueur du Tour du Pays Basque, il fait 5e du Tour de Romandie. Bon, il abandonne déjà sur le Dauphiné à ce moment-là. Et derrière, sur le Tour de France, il se fait engueuler de toutes parts. On lui dit fais ton travail d'équipier. Il y a des moments, ça serait bien que, notamment l'étape de Valloire, où il se fait réprimander à plusieurs reprises par Adam Yates. Et à partir de ce moment-là, ça a été le déclin dans les résultats, parce que ça n'a pas été du tout apprécié par Pogacar, par les équipiers de Pogacar aussi, et en interne dans l'équipe. Donc il est devenu la tête de Turc, indirectement, d'une partie des coureurs de cette formation, qui, je pense pour certains, ne voulaient plus travailler avec lui. Ne voulaient plus travailler avec lui, ou travailler avec lui, mais en gros avec un relationnel qui n'était pas forcément très bon. Et je pense également du côté des hautes sphères du staff de cette équipe, ça n'a pas plu du tout. Et après, l'année 2025, il a plus fait parler Ayuso sur l'extra-sportif pour moi que sur le sportif. Entre ses déclarations avant le Giro, tout ce vague à l'âme, on va dire, et tout ce bordel autour de son contrat et de la fin de son contrat sur la Vuelta, plus la situation avec Kiel Moseux également chez Lidl Trek, qui n'était pas forcément très content de sa venue. On a plus parlé de lui pour l'extra-sportif que pour le sportif. Et pour moi, Juan Ayuso, je le voyais remonter sur un podium d'un grand tour, voire gagner un grand tour. Le fait que il ne gagne pas de grand tour sur les 2 dernières années, qu'il n'est pas sur un podium d'aucun des 3 grands tours auxquels il a participé sur ces 2 dernières années, c'est une déception. C'est une énorme déception. Alors certains me disent oui, mais il faisait partie des bons grimpeurs. S'il avait fait partie des si bons grimpeurs que ça, il aurait été en capacité de se mêler à la lutte avec les meilleurs un peu plus que 3-4 fois dans l'année, quoi. Et ça a été mon vrai problème avec Ayuso. Pourquoi il n'est pas dans le classement Parce que des grimpeurs aussi, parce que j'en attendais plus d'Ayuso. Et pour moi, c'était pas un coureur. Enfin, c'est un coureur qu'on voyait jouer le classement général d'un grand tour, pas seulement être présent 2 jours dans l'année, 3 jours dans l'année, quoi. Moi, je suis désolé, mais Ciccone irrégulier, c'était presque une surprise de le voir jouer les grands tours à une époque. Mais du côté d'Ayuso, il y avait des attentes qui étaient bien plus grandes que ça.
Les attentes étaient plus grandes. Et moi, je suis désolé, sur sa saison, on peut y revenir, mais sur sa saison 2025, moi, je l'ai pas trouvé dingue, sa saison 2025. Mais pas du tout dingue. Sur la globalité de la saison, ça m'a pas impressionné. Parce que quand il remporte, je sais plus c'est laquelle étape sur la Vuelta, laquelle des deux, parce que il y en a une où ça m'a, enfin, j'ai pas trouvé ça dingue dans la manière dont il a gagné. Je sais plus c'est laquelle des deux. Il gagne parce qu'il est fort, mais quand tu regardes la composition de l'échappée, c'est quand même pas une échappée de champion du monde, quoi. L'échappée, c'est pas des champions du monde en, en puissance. Pour moi, Ayuso, il y a eu ce problème-là. Alors, je sais plus, c'est laquelle des étapes où ça m'a pas impressionné. Euh, oui, mais ça doit être celle de la première victoire sur la Volta. C'est vrai que sur la première victoire sur la Volta, quand on me dit, ok, il a été super bon en montagne, ce jour-là, il va Marco Frigo, Garcia Pierna, Terrada, Sean Quinn, Vermarque, qui a été assez transparent cette année, Sepulveda, Brio Roland. Dans les noms que je viens de citer, il n'y en a aucun qui va gagner le Tour de France. Hein. Il n'a pas battu des purs grimpeurs ce jour-là. Des purs grimpeurs vraiment du top niveau mondial. Donc je veux bien qu'on me dise qu'il fait partie des mentions honorables du top 10, mais en même temps quand tu vois les mecs qu'il a battus, et sur le Giro, il a été très vite transparent, quoi. Alors ok, il remporte une étape sur le Giro. Déjà aussi, il faut l'étape sur le Giro, celle à Marcia. Ok, mais déjà dans un registre où il a toujours été très efficace dans ce registre presque plus puncher que grimpeur en sortant dans le final un peu à la Primoz Roglic. Ce jour-là, t'en as quand même certains qui se plantent sur cette étape-là et dans ses adversaires qui n'avaient pas ce punch-là. Parce que par exemple ce jour-là, Dereji finit à 11 secondes, Simon Yates finit à 8 secondes. Même Del Toro finit à 4 secondes, au final. Mais est-ce qu'il a fait une énorme différence où il a été au-dessus du lot ce jour-là? Non, il fait un bel effort dans le final de l'étape. Mais est-ce qu'il a été incroyable pendant toute la montée, pendant 3 ou 4 bornes de montée? Non, parce que c'est pas une longue montée en plus, la montée finale, ce cours-là. Moi, ce qui m'a gêné avec Ayuso, c'est qu'on l'attendait, troisième d'un grand tour, vainqueur d'un grand tour. On ne l'attendait pas, il joue 3 étapes dans l'année, quoi. Il se fait battre par Roglic sur le Tour de Catalogne, en explosant complètement sur l'étape de Barcelone. Les gens ont oublié quand même, je trouve que les gens ont oublié, alors certes, on garde peut-être que les bons résultats dans la saison d'Ayuso, mais ils ont oublié quand même les mauvais résultats, des coups où il est quand même passé complètement à côté. Quand il se fait battre par Roglic, qui pourtant Roglic n'a pas fait une grande saison, hein, il n'est pas non plus dans les mentions honorables en passant Roglic, ça a choqué moins de gens. C'est quand même pas exceptionnel son résultat sur le Tour de Catalogne. Et il explose complètement sur l'étape de Barcelone. Qui est pas une étape très. Enfin, qui est une étape où il y a un enchaînement de bosses, mais Montjuic, c'est pas le Mont Ventoux non plus. Donc je trouve que les gens ont retenu un petit peu que les très bons résultats d'Ayuso, mais déjà en oubliant la manière dont ça s'est passé et qui l'a battu. Parfois, il n'a pas forcément battu des mecs du même standing que lui. Et ensuite, sur les championnats du monde, il explose complet aussi. Pour moi, il y a que Del Toro qui a réussi à tenir. Au championnat d'Europe, il est quand même battu par Paul Sexas aussi. Hein. Il est battu par Scaroni, ce coup-là. Par exemple, au championnat d'Europe. Donc, faut aussi retenir les résultats où il n'a pas forcément été bon en tactique, parce que des fois en tactique, c'est un peu une buse quand même, Marc Solé. Les fois où les jambes n'étaient pas là, et les attentes qu'on avait sur ce coureur au départ. Si ça vous convient qu'Ayuso il soit performant 3 jours dans l'année, ok super, mais moi j'avais pas du tout ces attentes-là avec ce coureur. Pour moi, Ayuso, ça devait faire partie des top coureurs pour le classement général dans les années à venir. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, en 2025, enfin fin 2025 et pour l'année 2026, j'ai quand même des gros doutes que ça arrive. Parce qu'il y a une saison et demie qui est pas dingue,
Est-ce que ça fait quand même quelques... Voilà, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été performant sur les grands tours. Bon, c'est pas très rassurant, quoi. Et ce côté en plus motivation aléatoire a tendance à m'énerver énormément. Vous savez que j'aime bien plutôt les coureurs qui sont réguliers en termes de performance. C'est pour ça que j'ai pénalisé Lenny Martinez en passant au niveau du classement français. Caruso est pénalisé aussi dans ce registre-là. J'ai beaucoup de mal avec les coureurs qui sont comme ça autant réguliers. Et lui, Ayuso, tu sais jamais s'il est régulier parce qu'il a pas les jambes ou si c'est juste qu'il en a rien à foutre ce coup-là. Et je trouve notamment que sur le Tour d'Espagne, il y a des fois il aurait pu jouer l'équipier pour Almeida et qu'il n'a pas fait l'équipier pour Almeida. Quand tu le voyais lâcher à 20 km de l'arrivée de l'étape, où il mettait pas un coup de pédale en gros et tu le voyais pas du tout essoufflé, alors que tu as un autre coureur qui est leader pour le classement général et qui joue la bagarre avec Vingegaard, tu te dis, ah, Coco, non, t'as rien compris au cyclisme, quoi. Et moi, ça m'a énervé aussi. Donc il y a aussi eu une forme de punition du côté d'Ayuso, mais parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent voilà, chez Ayuso. Donc à un moment, il faut dire la vérité. Pour moi, Ayuso, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je crois qu'il a voulu faire l'apprentissage un peu trop rapide, Juan Ayuso, en oubliant qu'il fallait passer par certaines choses, par certains moments dans une carrière de coureur. Et ça, je pense qu'il l'a vraiment oublié, Juan Ayuso, ce qui est un petit peu bête de sa part. On passe désormais au troisième de ce classement. Et il est belge. Il est chez Lidl Trek également. C'est Thibaut Nice. Et oui, alors Thibaut Nice, là aussi, dans les saisons assez incompréhensibles comme Marc Hirschi, ça se place à un haut niveau. Parce que Thibaut Nice, Grand Prix Marco Pantani, vous vous souvenez de cette course, mois d'avril, on l'avait débriefé. Il fait une accélération, il foudra tout le monde. Là, je m'étais dit, ce coup-là, putain, il m'avait mis une claque. J'étais derrière l'écran d'ordi, je me souviens. Je regarde donc la course, et là, d'un coup, c'était pas la course la plus passionnante de l'année, hein. Et là, d'un coup, il lance une minace à 2,5 km. Je me souviens, il y avait un Total Energy qui était à l'avant. Je sais plus c'était qui le Total Energy qui était devant à ce moment-là, qui était parti quelques kilomètres avant, qui avait en gros 400-500 mètres d'avance sur le peloton, tu vois, il avait une vingtaine de secondes. Il l'a repris, mais je sais pas, moi, en 10 secondes. Et vraiment, suite à son attaque, il a foudroyé tout le monde et après, il s'en est allé vers la victoire. Et bah, c'est le seul jour de l'année où on a vu Thibaut Nice, parce qu'après, derrière, rideau. Rideau complet. Une victoire cette saison. Et derrière, c'est pas si dingue que ça. Il fait 5e de Liège, 8e de la Flèche Wallonne, mais Tour de France invisible, Rennais 8 Tours invisible, Bretagne classique invisible aussi. Hein, il est même pas dans le premier groupe. Il finit 116e. Alors il a couru 44 jours et un jour où il a été ultra marquant pour moi sur cette épreuve. Les Ardennaises n'ont pas été mauvaises, il fait 12, 8 et 5, mais c'est vrai que vu comment il avait attaqué ce jour-là, on aurait pu s'attendre à mieux sur ces épreuves-là. Bon, sur l'Amstel, tu peux dire qu'il était en contrôle dans le deuxième groupe parce que devant il y avait Skelmose, mais sur la Flèche Wallonne, vu l'accélération qu'il avait fait sur le Grand Prix Miguel Indurain, je pense qu'il était capable aussi de faire cette accélération-là. Surtout que sur Liège, il fait quand même 5e aussi, sur une course qui s'est décantée tôt. Pour moi, le problème de Thibaut Nice aujourd'hui, c'est qu'il manque encore un peu de caisse. Et ça, c'est quand même un petit souci. Bon, sur le Tour de France, il a quand même vraiment été invisible. Et surtout, bah, comme il fait beaucoup de cyclocross, il y a un moment, alors déjà, il est obligé de commencer ses saisons sur route assez tard. Hein. Grand Prix Miguel Indurain, c'était au mois d'avril. Il n'a pas fait de cyclisme sur route avant parce qu'il est obligé de faire une pause. Et le problème, c'est quand tu fais ce type de pause et qu'en plus il a démarré quand même en étant en forme, derrière, pour moi, t'as un contre-coup. Et là, il fait encore plus de cyclocross cette année. Je suis pas sûr que le résultat sera pas encore plus compliqué pour 2026.
Il adore le cyclocross et je pense qu'il a quand même l'objectif d'être champion du monde un jour de cyclocross. C'est un véritable objectif, je pense, dans sa carrière. En même temps, bon, Sven Nys est une légende de la discipline, donc c'est vrai qu'il a envie d'être dans les traces de son père. Sven Nys, après, sur la route, on le voyait pas beaucoup. C'était à l'époque où on avait des spécialistes du cyclocross qui faisaient beaucoup de cyclocross. Nous, on a connu des coureurs en France qui faisaient ça, mais derrière, quand ils arrivaient sur la route, bah, ils couraient très peu de jours dans la saison et pas sur des grosses épreuves parce que tu étais sur des saisons en décalé. Et là, je pense que c'est le problème de Tim Nice. Il fait beaucoup de cyclocross, et bah, il y a un contre-coup après derrière sur la route. Et c'est dommage parce que ce qu'il fait en 2024, moi je le trouve impressionnant en 2024, donc je me disais 2025, il va repartir sur les mêmes bases, sauf que bah, il a fait un peu plus de cyclocross et la préparation était un petit peu différente. Et pour moi, il est complètement passé à travers de sa saison, en fait, quasiment. C'est vrai qu'on l'a vu en avril. Après avril, tu le vois plus du tout. Et moi, il m'a surtout marqué sur une course dans l'année. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Après, sur les autres épreuves, je l'ai pas trouvé très marquant. Et ça m'a vraiment déçu parce que sur le Grand Prix de Miguel Indurain, quand je vois sa victoire, la manière dont il a fait ce résultat-là, je me dis vraiment, waouh, il va faire une saison de grand malade, de dingue, vu ce qu'il avait fait l'année d'avant. Et je me dis, ouh la vache, mais il va être vraiment dangereux. Et à la fin, voilà, c'est un peu le soufflet qui est retombé, quoi. Un peu comme ça, un petit peu dommageable du côté de Thibonaz. Donc j'aurais aimé une saison plus régulière, voilà, du Belge. Et pour moi, il fait partie du top 3 parce que ça a été vraiment ma grosse déception de l'année par rapport à cette première victoire où je me dis, waouh, mais il a été super bon. Et vraiment, ça a été l'un des moments pour moi impressionnants de l'année, cette accélération de Thibonaz, et derrière pour aboutir à une saison assez moyenne de la part du coureur belge. Le deuxième de ce classement, il est espagnol, coureur de la Ineos. Il a fait le Tour de France, pour certains qui ne s'en souviendraient pas. Carlos Rodriguez. Transparent. Alors là, vraiment, il n'y a rien à garder de cette saison. Alors des fois, il y a des coureurs où vous dites, ouais, il y a eu un résultat, des résultats, Ayuso, il y a eu quelques courses. Okay. Lui, il n'y a rien. Le néant complet. Alors déjà, 2024, sur le Tour de France et le Tour d'Espagne m'avait quand même bien refroidi, parce que j'avais pas vraiment aimé son Tour de France et son Tour d'Espagne m'a vraiment pas marqué. Mais il y avait eu des résultats en première partie de saison, notamment sur des courses d'une semaine. Notamment, il avait fait un tour du Pays Basque, bon, où il avait remporté l'étape de Eibar. Alors, c'est vrai que l'étape de Eibar, il y avait plus grand monde à ce moment-là, mais il y avait eu des courses. Voilà, le Tour de Romandie avait été intéressant aussi. Et puis, il avait fait 4 du Dauphiné. Voilà, en remportant l'étape des Glières en 2024, ça avait été du très solide. Quand même, sur les courses d'une semaine, c'est sur les grands tours, moi, il m'avait déçu l'an dernier. Mais alors là, il n'y a rien du tout. Course d'une semaine, 9e du Dauphiné, 6e du Tour de Romandie, ce qui est quand même en retrait. En plus, c'est fou parce qu'il a un calendrier qui est assez similaire à l'année précédente, et donc ce qui permet de faire des points de comparaison et de voir qu'en termes de résultats, c'est moins bien, parce qu'à part le Tour du Pays Basque, sinon, il y a une partie des courses, c'était les mêmes. Donc inexistant sur ces courses-là. Alors certes, il est tombé, il a fait partie de la chute sur l'étape d'Abu Dhabi, la chute Félix Gall, Paul Sexas, ceux qui se souviennent sur l'UAE Tour. Il faisait partie de cette chute-là, il n'a pas réussi à revenir aussi facilement que les autres, hein. Ça a pris un petit peu de temps, donc il a 2 mois de trou dans sa saison, mais il a quand même... voilà, ça aurait pu lui apporter un peu de fraîcheur et derrière. Le Tour de France inexistant jusqu'à son abandon, même dans les échappées, parce que lui il a pris des échappées, vraiment il n'arrivait pas à tenir la cadence.
Derrière, on ne l'a pas revu jusqu'à la fin de saison, hein. Lui, il a abandonné. Son année s'est arrêtée le 23 juillet. Mais le Dauphiné, 9e d'un Dauphiné, alors certes, il y avait plus de monde que les années précédentes, mais bon, 9e d'un Dauphiné, c'est quand même pas non plus sensationnel. Sur le Tour de Romandie, là aussi, il y avait plus de monde, donc il fait 6e le Tour de Romandie. Bon, sur un Tour de Romandie où là, 6e de ce Tour de Romandie 2025, ça a un peu plus de gueule. Mais 435 points pour un coureur comme ça, leader d'une formation, c'est quand même vraiment faible de la part de Carlos Rodriguez. Donc vraiment, il est passé complètement au travers de son année. Alors c'est pas totalement une saison blanche, mais bon, c'est quand même pas une saison vraiment réussie de la part de Carlos Rodriguez. Moi, j'espère le revoir à un meilleur niveau l'an prochain, parce que déjà, pour moi, 2024 était moins bien que 2023. Et alors, malgré que sur Pro Cycling Stats, en termes de, vous savez, les points Pro Cycling, le ranking Pro Cycling, le classement Pro Cycling avec les points Pro Cycling, son année 2024 est meilleure que la 2023 et que la 2022. Pour moi, j'avais été beaucoup moins émerveillé par 2024 par rapport à 2023 et 2022. Mais alors 2025, là, ça a été le néant complet pour ce coureur. Donc il va falloir réussir à se relancer. Parce que quand tu fais une saison comme celle-là, alors, c'est aussi compliqué que d'avoir fait une saison blanche, quoi. Donc pour remettre la machine en route chez Ineos, où il y a maintenant une opposition qui va être plus forte, notamment avec Kevin Vauquelin, de nouveaux coureurs, on renforce quand même un petit peu cette équipe Ineos. Va pas falloir se planter pour Carlos Rodriguez, parce que tu pourrais vite décroître dans la hiérarchie des grimpeurs, et il a encore en plus 2 ans de contrat. S'il rate encore 2 saisons, ça risque d'être compliqué pour l'Espagnol en 2027 pour être leader dans une grosse formation, mais il va falloir réussir à relever la tête, parce que pour moi, cette saison-là, elle est vraiment oubliée. Alors des fois, ouais, vous dites ça peut vous construire pour l'avenir, mais là, il y a vraiment pour moi pas grand-chose à retenir de cette année 2025 pour Carlos Rodriguez. Il est vraiment passé complètement à travers pour moi. On passe désormais aux mentions déshonorables, c'est-à-dire ces coureurs qui n'ont quand même pas fait des saisons folichonnes, mais qui n'ont pas été suffisamment mauvais pour entrer dans ce classement, ou des coureurs auxquels je n'avais pas suffisamment d'attente aussi pour qu'ils rentrent dans ce classement. Je commence avec Matteo Jorgensen. C'est pas dingue quoi. C'est vrai que par rapport à l'année 2024, je trouve que c'est en retrait. Son Tour de France, en termes de travail d'équipier, bon, de toute façon, comme l'intégralité quasiment de la Visma, ça a été là le néant. Je trouve qu'on n'a quand même pas bien fait le job. Sur la Vuelta, on l'a un peu plus vu en tant qu'équipier de Vingegaard. C'était quand même pas extraordinaire non plus le job qu'a fait Matteo Jorgensen. Pour dire, il n'y a qu'un top 10 de Matteo Jorgensen, 2 top 10 pardon, sur la Vuelta en dehors du contre-la-montre par équipe, et sur le Tour de France, il a coulé au fur et à mesure de la course en plus. C'est-à-dire qu'il a démarré fort et au fur et à mesure des semaines, la 2e semaine déjà il a disparu, 3e semaine c'était aussi compliqué. Et puis même sur les classiques flandriennes, alors, il y a eu une 4e place sur à travers la Flandre quand ils se font battre par Nils Poles. Mais Tour des Flandres, il est 42, c'est pas non plus extraordinaire. Alors oui, il y a cette victoire sur Paris-Nice, où il a fait un très bon Paris-Nice. Mais en dehors de cette victoire sur Paris-Nice, j'ai pas trouvé sa saison exceptionnelle. Alors c'est la victoire sur Paris-Nice le sauve également d'une 10e place ou d'une 2e place, parce qu'il y a quand même une victoire sur une course par étape. Mais en dehors de cette victoire sur Paris-Nice, ouais, j'ai pas été convaincu par Matteo Jorgensen. Notamment, moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est son Tour de France, où je trouve que, bon, comme le Tour de France de la Visma en général, où je trouve qu'ils ont vraiment pas fait le job pour aider Vingegaard. Et il n'a pas vraiment réussi à se rattraper sur la Vuelta non plus. C'est-à-dire que s'il avait fait une Vuelta incroyable, où il est tout le temps omniprésent autour de Vingegaard, ok,
il aurait pas fait partie de ce classement, mais sa Volta, je l'ai pas trouvé non plus si exceptionnelle que ça. Du côté de Matteo Jorgensen, Lutsenko, bah parfois les changements d'équipe c'est compliqué. Lutsenko, c'est le cas. Après plus de 10 ans chez Astana, il a décidé de rejoindre Israël. Moi, je l'ai pas vu de l'année. Ça commençait déjà, enfin, vraiment sur l'UAE Tour, déjà, je me rappelle, il se fait lâcher très vite sur Jebel, c'est laquelle des étapes? C'est à Jebel Jaïs, où il se fait lâcher vraiment tôt, sur une montée qui est longue, mais c'est surtout sur la fin que c'est dur. Jebel Jaïs, alors je m'étais dit, c'est le début de saison, faut s'adapter au nouveau matériel, voilà. Il change d'équipe, il a resté longtemps chez Astana, c'est pas forcément facile. Sauf que le reste de l'année, bon bah c'est pas dingue, hein. Meilleur résultat, c'est sur la semaine internationale Copier Bartali. Et encore, il gagne pas la course, il est seulement quatrième. Semaine internationale Copier Bartali, c'est pas forcément la course avec le plus gros niveau au départ. Pour le reste, il n'y a pas eu de top 10 de l'année. À part sur cette course-là, sinon il a été inexistant sur la saison. Il fait une 8e place sur le Tour de la Communauté de Valence le premier jour, mais c'est un contre-la-montre par équipe. Il a été vraiment transparent. Mais comme on a rarement vu aussi peu Lutsenko, même dans des échappées, dans des attaques, ça a été extrêmement poussif, et même dans les échappées, c'était souvent le premier lâché. C'est-à-dire les quelques échappées qu'il a fait sur le Tour de France, ouais, mais c'est l'un des premiers à être lâché. Il a vraiment pas été dans le coup physiquement. Il a abandonné l'année au mois d'octobre, pardon. Il a fait le Great Tour of Ghanzi. Il a même pas fini les Great Tour of Ghanzi, où il était aussi assez inexistant. Mais je ne l'ai pas vu de l'année, Lutsenko. À part quand il était lâché dans les échappées sur le Tour de France ou ce jour-là sur l'UAE Tour. Sinon, complètement transparent. Guillaume Martin Guyonnet. J'en attendais mieux. J'en attendais mieux parce que déjà sa dernière année chez Cofidis ça avait pas été top. Et c'est vrai qu'on dit tellement Cofidis c'est une catastrophe que je m'étais dit, bon, avec les vélos Vidier, en changeant d'écurie avec Marc Madio, avec le fait de ne plus être leader unique aussi, de partager un petit peu le leadership avec David Gaudu, qui a pas été dingue non plus, mais j'avais moins d'attente, on va dire, avec David Gaudu, et je dirais qu'il a quand même pris un maillot rouge, et une victoire d'étape sur la Volta, ce qui le sauve un peu, David Gaudu, mais du côté de Guillaume Martin Guillonnet, je me disais, ah, ça va peut-être être la bonne... Enfin, tu vois, il va peut-être être en capacité de refaire une saison comme il avait fait dans ses grandes années chez Cofidis, à faire, par exemple, 8e ou 7e du Tour de France, en prenant par exemple une ou deux échappées et puis réussir à rentrer dans le top 10. Bah non, il n'a pas été à ce niveau-là, il n'a pas été non plus... Enfin, sur la Vuelta, il a abandonné très vite. Et sur le reste de l'année, t'as 2 victoires. Mais bon, 2 victoires sur le Tour du Doubs et le Tour du Jura. Non, même pas sur le Tour du Doubs, pardon. C'est la classique Grand Besançon et le Tour du Jura. Parce que sur le Tour du Doubs, il ne finit que 6e. Qui sont quand même des courses où déjà la Groupama a tendance à dominer ces dernières années, mais qui sont quand même pas les épreuves où on réunit le plus de grimpeurs sur les listes de départ. Derrière, même la Flèche Wallonne, il fait 11e. Enfin, j'ai vraiment pas été marqué par sa saison. Et sur les grands tours, il a été transparent là aussi. Donc, transition compliquée pour Guillaume Martin Guyonnet. Un tour du Pays Basque compliqué aussi. Non, il n'a jamais été véritablement dans le coup cette année. Très loin de ce qu'il avait fait à l'époque chez Cofidis et même chez Vanti. C'est vraiment une saison assez moyenne, voilà. Donc ça correspond en gros à ce qu'il avait fait chez Cofidis l'an dernier, mais chez Cofidis l'an dernier, on pouvait se dire il y a le changement d'équipe qui est en train de se mettre en place. Bon, la situation avec Vasseur est quand même compliquée parfois, surtout quand il sait qu'un coureur va se barrer. Donc on pouvait se dire ça. En fait, cette année, on a surtout parlé de Guillaume Martin parce qu'il a décidé d'accoler à son nom classique le nom de sa mère.
Et là encore, c'est plus pour l'extra sportif qu'on a parlé de Guillaume Martin Guyonnet que pour le sportif. Pour le sportif, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Quand on est un coureur comme Guillaume Martin, c'est un petit peu gênant quand même. Pablo Castrillo, j'en attendais un peu plus de Castrillo. J'ai trouvé déjà... Alors, il fait pas une saison horrible, mais c'est vrai que par rapport à l'an dernier, où il gagne 2 étapes sur la Volta, je pensais que ça serait un petit peu en évolution sur la saison. Il y a eu des bonnes choses, je dirais, sur le Tour de la Communauté de Valence, notamment, où je l'ai trouvé intéressant. Sur Paris-Nice aussi, où c'était pas mal. Et puis, il y a eu des courses où je l'ai trouvé vraiment pas exceptionnel du tout, notamment le Tour de France, tout le temps à contre-temps. Il a raté un nombre d'échappées sur des erreurs tactiques, stratégiques, où il sent pas le bon coup partir. Donc il attaque après les autres, mais il attaque alors que l'échappée, ils sont 30 devant et qu'il y a déjà 1 minute 30. Donc il a raté un nombre d'échappées sur le Tour de France qu'il aurait pu prendre et qu'il aurait dû prendre. La Vuelta est un peu meilleure, mais pour moi, c'est pas du niveau de ce qu'il avait fait l'année passée. Donc je dirais que j'ai pas été... en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une évolution positive sur la saison de Pablo Castrillo. Certes, il doit marquer un petit peu plus de points au classement UCI et au niveau Pro Cycling Stats, c'est équivalent à son année 2024. Mais il faut rappeler qu'en 2024, il était chez Karen Farama, qu'il n'avait pas forcément le même calendrier de course. Il y a des épreuves qu'il pouvait pas faire. Il pouvait pas faire du Dauphiné, par exemple, et des courses sur la saison qu'il ne pouvait pas, sur lesquelles il ne pouvait pas concourir. Ce qui est bien différent en 2025 en étant chez Movistar. Et pourtant, l'évolution des résultats est pas forcément positive. Donc ouais, un peu déçu par Castrillo. Après, c'est vraiment, lui, il est plutôt en dehors du top 15, quoi, hein. Il est entre 15 et 20 au niveau des déceptions de l'année. Il y a eu quand même pire, il faut le dire, que Pablo Castrillo, mais je voulais en parler parce que j'ai pas été complètement convaincu par sa saison. Emmanuel Bourman, là aussi, je me disais qu'il allait se relancer après une période compliquée chez Red Bull. Et puis, bon, il avait fait plusieurs interviews en début de saison, en 2025, où je trouvais qu'il avait un état d'esprit qui était plutôt conquérant à ce moment-là. Après, derrière, ça marche pas au niveau des résultats. Le Tour de France, transparent. Tour d'Espagne, encore pire. Il signe le Tour d'Espagne, 98e, pour un mec qui visait quand même le top 10 sur une de ces 2 courses-là. Tour de France, il finit 30e, mais dans les échappées, il a jamais été dans le coup non plus. Il a été transparent sur les courses par étapes. Encore une fois, d'un mec qu'on attendait à un niveau bien plus satisfaisant. Peut-être le seul rayon de soleil, c'est pour dire quand même que la saison n'a pas été terrible, c'est le Dauphiné, où il fait 11e. Et on se dit en fin de Dauphiné, pourquoi pas, il commence à prendre la forme pour le Tour de France, sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Sinon, sur toute la saison, ça a été vraiment trop léger du côté de Bourman. Et on en attendait plus. Il avait quand même un rôle de leader après le départ de Guillaume Martin. Je pense qu'il a été recruté pour remplacer un petit peu Guillaume Martin. Alors, on est loin quand même du Emmanuel Bourman, 4e du Tour de France de 2019. C'est-à-dire qu'on est loin du coureur qui, chez Bora, était la nouvelle pépite du cyclisme allemand. C'est vrai qu'avec du recul, 5-6 ans plus tard, les résultats sont plus à ce niveau-là. Il a été un petit peu mis dehors de la Red Bull Bora Hansgrohe. Quand il a fallu faire de la place, en gros, on lui a dit qu'on renouvellerait pas son contrat. Et maintenant, chez Cofidis, bon, ben, les résultats sont pas forcément excellents. Et puis, il redescend en 2e division en plus, donc avec un calendrier de course, bon, qui va pas encore être trop dégradé sur cette année 2025, enfin 2026, pardon, mais ça sera peut-être pas le cas dans 1 an ou dans 2 ans. En 2027 ou 2028, ce calendrier de course sera peut-être beaucoup moins fort. Et ça peut être vraiment un problème pour Emmanuel Bourman. Il va falloir surtout retrouver des jambes parce que sinon, quand il prendra sa retraite, c'est pas forcément le coureur
qu'on retiendra le plus? Kevin Vermaerk aussi, dans les coureurs décevants. Ouais, autant j'avais bien aimé son année 2024, j'avais trouvé ce coureur-là intéressant, un profil puncher, qui était vraiment efficace sur les courses auxquelles il avait participé avec la pique-nique. Bon, je l'avais confondu sur le Tour de France avec Van Den Broek. Hein. Vous vous souvenez, j'avais dit pendant toute la vidéo, je crois que j'avais dit Vermaerke alors que c'était Van Den Broek. Le jour où Bardet prend le maillot jaune. Mais je le trouvais vraiment d'un niveau proche de Frank Van Den Broek, et c'est vrai que même Van Den Broek fait pas non plus une saison exceptionnelle, mais j'ai vraiment été déçu par Vermaerke. Je trouve quand je l'ai vu souvent, c'était pas pour des bonnes choses. C'est-à-dire quand je l'ai vu, c'était souvent des erreurs stratégiques de sa part. Et puis sur la Volta, il prend pas mal d'échappées, mais il va assez peu au bout, et puis il n'y a pas forcément des grands résultats sur sa Volta. Derrière, bon, sur les autres courses de la saison, j'ai pas été non plus, j'ai pas trouvé ça transcendant. Et sur les classiques ardennaises, il a abandonné les trois. Donc c'est quand même un puncher de base vers Marqueux, donc ne pas finir les trois classiques ardennaises, c'est quand même compliqué. Il a pas fini non plus l'Estradé auquel il a abandonné. Sur le Tour de Man, il finit que 16e sur quand même une course où Oman, en termes de densité au départ, c'est quand même pas ça. Même le Tour de Norvège, il finit 20e du Tour de Norvège pour un puncher. Là aussi, c'est quand même pas exceptionnel. Et même l'Arctic Race of Norway, qui a toujours été une course qui lui réussissait ces dernières années, il finit que 6e. Meilleur résultat sur une étape, 5e. Donc je trouve voilà, qu'il est passé à côté de sa saison. Peut-être voilà une programmation qui n'a pas été idéale, peut-être pas des bonnes jambes. Il va rejoindre UAE en plus l'an prochain. Je suis pas convaincu que son profil apporte énormément à l'équipe de Tadej Pogačar. Et je pense que c'est un coureur qui va surtout disparaître. J'ai peur que on ne le voit plus beaucoup dans les années à venir. Parce que il y aura meilleur que lui sur son profil. Narvaez est meilleur, même Cosnefroy me semble quand même meilleur. Donc je pense qu'il va être assez loin dans la hiérarchie des coureurs chez UAE, Team Emirates XRG. Et puis je termine avec Daniel Felipe Martinez. Saison raccourcie du côté de Daniel Felipe Martinez, seulement 37 jours de course. Lui aussi, il a commencé au Grand Prix Miguel Indurain. Je crois qu'il avait eu des pépins physiques à l'intersaison. Il a été pas du tout transcendant. Sur le Giro, il finit 50e. Voilà, et il a quasiment pas couru depuis le Giro, il a fait que le Tour de Pologne. Donc c'est vraiment une demi-saison. Là, on peut vraiment parler de saison blanche. Il y a seulement une 7e place sur Liège-Bastogne-Liège comme résultat un petit peu positif, mais c'est vrai que par rapport à son année 2024, qui avait été plutôt intéressante, notamment avec cette 2e place sur le Tour d'Italie et cette victoire sur le Tour de l'Algarve où il avait battu Remco Evenepoel, il faut s'en rappeler quand même à ce moment-là. On est très très loin de cette saison 2024 et je dirais qu'on est même très loin de ces saisons chez Ineos, du côté de Daniel Felipe Martinez. Lui, il a failli rentrer dans le top 10, mais je l'ai un peu oublié pour tout vous dire. Donc je l'avais complètement oublié, puis quand j'ai fait les grimpeurs, que j'ai vérifié les différents classements sur les grimpeurs, je me suis dit, ah mais c'est vrai que Daniel Felipe Martinez, je ne l'ai pas vu de l'année, voilà, et il m'était complètement sorti de la tête par rapport au nom précédent, donc je l'ai un peu rajouté à la dernière minute, mais il aurait pu faire rentrer dans le top 10 Daniel Felipe Martinez, parce que ça a quand même pas du tout été incroyable sur l'année 2025. Eh bien, on termine avec le vainqueur de ce classement, même si c'est pas vraiment quelque chose de positif, avec Antonio Tiberi, le coureur italien. Il n'a pas du tout confirmé son année 2024. Année 2024 où il décide de devenir coureur sur les grands tours. Autant chez Van Evel, ça n'a pas marché, autant chez Tiberi, ça avait fonctionné en 2024, notamment avec un très bon Tour d'Italie, où il nous avait vraiment impressionné avec cette 5e place. Il avait fait un bon début de Tour d'Espagne, mais ensuite il avait dû abandonner, mais il avait bien récupéré sur le Tour du Luxembourg, où il avait été impressionnant sur les dernières étapes du Tour du Luxembourg, et un début de saison qui avait vraiment été très très bon
l'an dernier, notamment, je me souviens du Tour de Catalogne, où il avait été vraiment efficace, le Tour des Alpes, où là, il m'avait vraiment impressionné. Moi, la première fois où je m'étais dit: «Ah d'accord, il grimpe bien quand même», c'est l'étape de Barcelone, sur le Tour de Catalogne, l'an dernier. Et un Giro où il avait été vraiment très performant, et surtout, il avait bien fini le Giro. Sauf que, bah, la seule erreur qu'il avait faite en 2024, c'était le fameux Dauphiné qu'il avait fait juste après le Tour d'Italie. Ça avait été une erreur monumentale de la part de la Bahreïn. Cette année, bon, on l'attendait au même niveau, c'est-à-dire qu'on attendait un coureur qui serait en capacité de confirmer ses résultats. Sauf que pour moi, ça n'a pas été du tout le cas. C'est vrai que son Tour d'Italie m'a vraiment, enfin, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, il a été assez transparent quand même au niveau du classement général. Il a tenté quelques échappées en fin de Tour d'Italie, mais ça n'a pas vraiment marché. Sur le Tour d'Italie en haute montagne, il a vraiment pas été efficace. Sur le Tour d'Espagne, vraiment, alors sur le Tour d'Espagne, c'est quelle étape où il est dans l'échappée et le problème c'est que derrière ça roule. Je sais pas si c'est pas l'Alto de Almoredero. Je sais pas si c'est pas cette étape-là où il tombe. Parce qu'il y a une étape sur la Vuelta où il est tombé alors qu'il est dans l'échappée et il passe à côté de la victoire. Je sais pas si c'est sur cette étape-là, mais en gros, il est allé dans des échappées sur des étapes où l'échappée n'est pas allée au bout, ce qui aurait peut-être changé la donne du côté de Tiberi, mais ça l'aurait peut-être un peu mis quatrième ou cinquième de ce classement, et un autre coureur aurait pris sa première place. Mais ouais, moi je pensais qu'il allait vraiment réussir à confirmer qu'il était lancé vers une carrière sur coureur de montagne, et je l'ai vu quand même beaucoup de fois dans l'année, parce que pas de chance pour lui, mais son calendrier était un peu calqué sur le mien, donc il y a beaucoup de courses auxquelles il a participé que j'ai vues de la part de Tiberi, et où à chaque fois je me disais mais vraiment il est pas dingue quoi cette année, il arrive vraiment pas à sortir un bon résultat et je le trouve très décevant. Alors pourquoi il est vainqueur par exemple par rapport à un Buitrago, certains vont dire? Bah parce que Buitrago j'en attendais un peu moins. Buitrago j'attendais surtout sur le registre puncher, mais sur le registre course par étape pas autant. Tiberi, j'attendais un top 5 cette année sur un grand tour. Le top 5 n'est jamais arrivé. Et on en est loin, même du top 5. Et même le Tour de l'Algarve, au final, seulement 16e du Tour de l'Algarve, c'est vrai que j'avais oublié. Alors sur Tirreno, c'est peut-être la seule course où il a été performant, mais Tirreno, cette année, c'était quand même pas dingue, je trouve, au niveau du parcours. Et après, ouais, Tour d'Italie. Alors il y a le Tour de Pologne, pas de chance pour lui, j'ai pas vu la course. C'est la course où il a le mieux performé, il finit deuxième, mais j'ai regardé de loin le Tour de Pologne, j'ai vu l'étape de l'Angelotti, j'ai vu quelques étapes, mais j'ai regardé surtout des résumés du Tour de Pologne. Et puis après, sur la Volta, bon, ouais, je n'ai pas été impressionné du tout, donc j'ai trouvé sa saison très, très banale, pas exceptionnelle, et pour un coureur auquel j'avais des attentes élevées, bah forcément, ça fait une première place du côté du classement de mes déceptions, parce que j'en attendais beaucoup plus, et je suis un peu dans la compréhension, parce qu'en plus il fait une saison complète, hein, donc il n'y a pas eu vraiment de trou dans sa saison, de problèmes de clavicule, ce genre de choses qui peuvent vous mettre en difficulté. Il est à 67 jours de course, mais il n'y a pas eu les résultats auxquels on pouvait s'attendre de la part d'Antonio Tiberi, donc voilà, déçu par le coureur italien, très déçu, et c'est pour ça que pour moi c'était le numéro 1 du côté de mes déceptions de la saison 2025. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!